IPP, troubles de l'estomac, brûlure d'estomac, gastrite, remontée gastro-œsophagienne. On fait le point dans cette vidéo sur tout ça et surtout sur vos problématiques de digestion. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des troubles digestifs à travers des formations en ligne dédiées ou à travers des consultations avec moi-même ou mon équipe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit d'aller sur mon site internet coraliebeguin.com ou juste de dérouler la barre d'informations YouTube juste en dessous. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver les dernières vidéos, dernières notifications, surtout quand je suis en live pour répondre à toutes vos questions. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter ensemble le sujet des problématiques de l'estomac. Alors, on va traiter aussi les IPP, les antiacides, on va voir un petit peu de ça et quelles solutions s'offrent à vous pour aider à garder un estomac fort. Alors, dans cette vidéo déjà, qu'est-ce qu'on appelle problématique d'estomac? Déjà, première chose, on va appeler problématique d'estomac tout ce qui va concerner déjà la sphère de l'estomac, la sphère stomacale ici et non au niveau intestinal. On va retrouver notamment tout ce qui va être brûlure d'estomac, brûlure remontée gastro-œsophagienne. On va avoir des crampes, des spasmes au niveau de l'estomac, la sensation qu'on est vite à satiété, au bout de 3-4 cuillères à soupe, on a la sensation que ça y est, l'estomac est déjà complet. Ou au contraire, on a la sensation des fois d'avoir faim toutes les 2-3 heures malgré le repas qui soit complet. On va avoir aussi d'autres phénomènes qu'on va observer dans les problématiques d'estomac, même si on n'en souffre pas, et ça c'est bien important de noter ça. Vous pouvez très bien être atteint de problématiques de troubles de l'estomac sans en souffrir. On va retrouver notamment tous les troubles liés à la sphère ORL, notamment tout ce qui va être sinus bloqué, se moucher en permanence, le nez qui coule en permanence alors que vous n'êtes pas du tout malade, des glaires qui partent du fond de la gorge et qui s'écoulent par derrière. On va avoir aussi des otites à répétition, les troubles ORL de façon à répétition, de l'hypothyroïdie, de la déminéralisation. On va avoir des carences en magnésium, en zinc, en cuivre, en manganèse, dans les différents minéraux. On va assister à de la fatigue chronique, on va assister à de l'ostéoporose, à des carences de vitamines liposolubles, vitamines A, D, E et K. On va assister également à des fractures osseuses. On peut assister aussi à du SIBO et ça c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu ultérieurement. Alors il faut savoir que le sujet des problématiques d'estomac me passionne parce que moi-même je suis passée par une gastrite et oui, il faut savoir que en formation de naturopathe, je l'explique dans les e-books sur l'estomac, si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de télécharger les gratuits dans la barre d'informations YouTube. J'ai été atteinte pendant ma formation d'une gastrite et pour moi, pour être honnête avec vous, ça a été une véritable honte parce que j'étais en formation de naturopathe et je me disais mais comment je pourrais aider les autres si moi-même je suis malade? C'était une véritable sensation de honte et de me dire que en étant en formation de naturopathie, j'avais réussi à tomber malade d'une maladie chronique alors que j'avais jamais rien eu auparavant. Et grâce à ça, mais ça a mis quand même des mois le temps que je règle ma gastrite de façon naturelle, grâce à ça en fait j'ai pu comprendre l'ampleur des problématiques d'estomac, faire beaucoup de liens et surtout vous aider à travers les programmes en ligne et les consultations. Alors, il faut savoir que très souvent, quand on parle de problématiques d'estomac, il y a en général un quart des Français qui est touché par ce type de phénomène. Un quart des Français va rencontrer dans sa vie des brûlures gastro-œsophagiennes, des remontées, on va rencontrer des crampes, des maux d'estomac. Il y a à peu près 50% des adultes de plus de 50 ans qui souffrent de brûlures quand même à répétition. Donc c'est quand même pas anodin. Et il y a environ 16 millions de Français, alors je pense que maintenant ça doit être un petit peu plus que les derniers chiffres datent de 2020, qui prennent régulièrement des inhibiteurs de la pompe à protons. On va développer un petit peu ensuite ce que ça veut dire, ce mot un peu compliqué. Quand vous avez des problématiques d'estomac, très souvent, vous allez soit à la pharmacie, on va vous donner un pansement gastrique, type Gaviscon, ou en général, quand ça perdure, vous allez aller chez votre médecin qui va vous recommander une fibroscopie, c'est-à-dire qu'on va aller voir ce qui se passe au niveau de votre estomac pour éliminer tout type d'ulcère, gastrite ou autre type de maladie. Si la fibroscopie revient clean, bon bah dans ces cas-là on a éliminé tout type de maladie au niveau de l'estomac, mais ça ne règle pas vos problèmes
Et deuxième chose, très souvent, on va vous recommander les IPP. Moi, c'était ce qui a été mon cas, c'est-à-dire j'ai eu le droit à la fibroscopie que j'ai refusé de passer, ça c'est d'un point de vue personnel, et on m'a tout de suite recommandé des IPP que j'ai refusé de prendre également. J'ai fait appel à la naturopathie parce que j'étais en formation, je me suis dit rien de mieux que d'être son propre cobaye pour tester, et au bout de 6 mois, je me suis vraiment complètement guérie de ma gastrite. C'était le diagnostic qui était posé par le corps médical, par le médecin en l'occurrence, d'une gastrite, mais je m'en suis vraiment sortie et solutionnée, vraiment guérie grâce à l'aide de la naturopathie. Donc, en général, on va vous recommander des IPP ou des pansements gastriques ou autres. À la base, il faut savoir que les IPP sont recommandés sur des courtes périodes, c'est-à-dire de 3 à 6 semaines. Et le but d'un IPP, comme souvent vous vous plaignez en fait de brûlures, de remontées, on va vous dire c'est parce que vous produisez trop d'acide. Donc il faut faire taire cet acide pour que vous soyez tranquille au niveau de vos brûlures. À la base, c'est pas bête du tout de penser comme ça. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que dans les études scientifiques, déjà, c'est plus vraiment le cas. On s'aperçoit que c'est le contraire, que c'est souvent un manque d'acide chlorhydrique qui entraîne des brûlures gastro-œsophagiennes, des remontées gastro-œsophagiennes, de l'hypochloridrie, ce qu'on appelle des crampes, des spasmes, la sensation de mal vidanger. Autre point également, on va aussi noter que c'est dans la période des 5 à 25-30 ans où le pic d'acide chlorhydrique est le plus important, et c'est ce qui va nous permettre aussi de bien digérer, alors qu'en fait on s'aperçoit qu'à partir de 30-35 ans l'acide chlorhydrique diminue, mais on note que les IPP sont les plus vendus à des personnes de 50 ans, alors qu'on nous dit en fait que c'est notre acide chlorhydrique qui est trop fort, on a produit trop d'acide. Or, on se rend compte qu'à partir de 30-35 ans, cet acide chlorhydrique diminue. Donc déjà, c'est pas très clair sur ça au niveau des études scientifiques. Et on s'aperçoit aussi que malheureusement, dans la prescription d'IPP, quand c'est sur du moyen et du long terme, beaucoup de personnes que je rencontre me disent j'ai des IPP depuis 10 ans, j'en prends depuis l'âge de mes 30 ans et ça fait 20 ans que j'en prends. Normalement, à la base, comme je vous ai dit, c'est sur des périodes très très courtes, mais après ça c'est un autre débat. Souvent c'est prolongé, etc. Parce que une fois que vous mettez souvent le pied dans les IPP, il y a ce qu'on appelle un effet rebond qui est très important. Il faut savoir que l'IPP en fait stoppe la sécrétion d'acide chlorhydrique. La sécrétion d'acide chlorhydrique, c'est ce qui est sécrété par les cellules pariétales, notamment au niveau de votre estomac. C'est ce qui va vous permettre de bien vidanger, de bien digérer notamment les protéines et de bien assimiler, et derrière d'activer certains précurseurs, notamment dans l'assimilation de la vitamine B12, de sécréter certaines enzymes digestives au niveau du pancréas, d'assimiler aussi la vitamine C et le fer, et encore d'autres vitamines. Donc à partir du moment où je fais taire cet acide chlorhydrique par le biais des inhibiteurs de la pompe à protons, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donc baisser mon feu digestif, je vais donc baisser cet acide chlorhydrique, et donc j'ouvre la porte à d'autres pathologies. Puisque l'acide chlorhydrique a pour but de 1. Stériliser tout ce qu'on va manger, et oui, parce que ce qu'on mange, c'est pas stérile, ça arrive et il y a plein de bactéries dedans. Donc ça nous protège. Ça va permettre aussi de bien digérer, parce que c'est grâce à un acide chlorhydrique entre 1 et 2, entre 1,5 et 2,5 qu'on digère le mieux, et notamment les protéines et les féculents. Si on n'a plus ça, eh bien malheureusement on va s'exposer à des symptômes. On va retrouver des aliments, des morceaux intacts dans les selles d'aliments intacts. Fois, il y a des personnes qui me disent en consultation, c'est drôle, je peux voir que j'ai mangé des tomates ou du maïs ou des carottes. Alors, et en plus on me dit, oui, c'est mon intestin qui va pas bien et pour eux. Non, non, si vous retrouvez des morceaux d'aliments intacts dans vos selles, c'est parce que c'est votre estomac qui ne fait pas correctement son travail. On va retrouver également, comme type de problématique, de la maldigestion. On va arriver très vite à satiété. Et pour rappel, l'acide chlorhydrique va nous permettre d'assimiler, de prendre du poids, de faire fonctionner correctement notre thyroïde, notre corps, et d'éviter aussi la prolifération bactérienne, notamment au niveau de l'intestin grêle. Et si j'enlève la source qui me permet d'assimiler et de nettoyer, eh bien, je peux m'exposer à un déclenchement du SIBO sur des mois et des mois. On ne parle pas d'une utilisation de 3 semaines d'IPP, Mais on a pu noter dans les études scientifiques, ça je vous les remettrai en dessous dans la barre d'information, ça vous intéresse, que des personnes avant l'utilisation des IPP, ils ont testé une centaine de personnes avant l'utilisation des IPP, et après ils se sont aperçus que quasiment
40% des personnes, après plus de 3 mois d'utilisation des IPP, étaient positifs au méthane. Donc avaient un SIBO positif au méthane, alors qu'ils ne l'étaient pas avant de commencer les IPP. Et deuxième chose qu'il faut savoir aussi avec les IPP, c'est que une fois que vous les arrêtez, une fois que vous avez fait taire votre acide chlorhydrique, on vous dit au bout de 3 mois, vous arrêtez. Déjà, souvent, il n'y a pas de diminution, donc vous arrêtez comme ça d'un coup. Ce qui est très très mauvais, puisqu'il y a une accoutumance au niveau de ce médicament, au niveau de l'estomac. Une fois que vous l'arrêtez, vous avez un rebond d'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac, et vous allez vous retrouver être comme un dragon qui crache du feu. Vous allez des fois pas pouvoir dormir, c'est terrible, hein. Moi, j'ai plein de personnes dans les programmes en ligne qui me disent, suite à l'arrêt des IPP, sous l'avis médical, hein, je précise, hein, c'est jamais un naturopathe qui fait arrêter le médicament. Je me retrouve à ne pas pouvoir dormir, à avoir des palpitations cardiaques, à avoir des oppressions thoraciques. J'ai tellement mal à l'estomac que je dois reprendre des IPP la nuit. J'ai des personnes moi qui me disent voilà, je peux pas arrêter parce que dès que j'arrête je me sens mal. J'ai de l'oppression, j'ai de l'hypotension, je digère plus rien, etc. Donc on se rend compte de ça. Donc c'est important de faire un sevrage accompagné d'une aide médicale de façon vraiment on va baisser progressivement, on va jamais arrêter ça d'une manière comme ça du jour au lendemain, surtout pas. Et donc on se rend compte que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quand une fois que vous commencez là-dedans et que vous tombez, que ça fait des années que vous en prenez, c'est très difficile d'arrêter parce que vous avez ce syndrome, ce symptôme d'effet rebond du médicament qui malheureusement amène de l'accoutumance en fait à ce médicament, et on va se retrouver avec des personnes qui aimeraient arrêter mais qui n'y arrivent pas à cause de cet effet en fait rebond du médicament. Donc ça va être important de prendre son temps, de bien en parler avec votre gastro-entérologue de confiance ou votre médecin, et d'être accompagné aussi avec un naturopathe pour justement voir au niveau des plantes pour vous aider par rapport à tout ça. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous expliquer. Au niveau des inhibiteurs de la pompe à proton, je ne vous ai pas précisé, mais souvent ça se rencontre sous la forme de esoméprazole, pantaprazole, Inexium, Mopral. On va retrouver ce type de médicaments qui sont vendus sous ordonnance. Et moi, je vous conseille vivement, si on vous donne ça, si votre gastro ou votre médecin traitant vous donne ça, c'est de faire un point en amont sur votre partie alimentaire avec un naturopathe pour voir s'il n'y a pas des choses déjà qui peuvent être évitées, parce qu'on sait justement qu'il y a des aliments qui sont très irritants pour la sphère stomacale, notamment le café, notamment les épices. On sait que tout ça c'est très irritant et ça peut participer au fameux RGO. Donc ça va être important vraiment de régler votre assiette et aussi votre stress. Par exemple, chez des personnes qui cogitent énormément, qui sont vides dans le mental, à se poser beaucoup de questions, on voit que la sphère de l'estomac travaille beaucoup plus par le biais du nerf vague qui va s'activer et qui peut potentiellement créer aussi des reflux gastro-œsophagiens, des diarrhées. On va avoir une accélération du transit alors même que l'alimentation est digeste. On va avoir aussi chez des personnes qui font beaucoup d'insomnie des reflux plus importants. Donc ça va vraiment être très important de bien régler votre assiette dans les problématiques d'estomac. Alors comment fonctionnent un petit peu ces bloqueurs d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac? Il faut savoir qu'un estomac qui fonctionne bien a un pH compris entre 1,5 et 2,5. Si vous êtes déjà sur un pH de 3, ça veut dire que votre estomac ne fonctionne plus correctement. Et donc, ces inhibiteurs d'inhibiteurs de la pompe à protons vont justement inhiber l'activité de la pompe à protons via les cellules pariétales pour désenclencher, désactiver en fait cet acide chlorhydrique qui, je le répète, est extrêmement important pour digérer. Sans l'acide chlorhydrique, on ne digère plus rien et on s'expose à différentes problématiques au niveau de l'estomac, mais pas que, à des carences vitaminiques, carences B12, carences en fer, carences en différents nutriments, des fractures osseuses, des problèmes rénaux. On peut avoir aussi des infections pulmonaires avec la prise d'IPP à moyen et long terme, et surtout une prolifération bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Dans les conséquences vraiment aujourd'hui prouvées sur le SIBO, on va avoir l'utilisation des IPP, et c'est pour ça que c'est une maladie qui explose énormément, puisque les IPP c'est un des médicaments les plus vendus en France. Comme je vous ai dit, il y a plus de 1 Français sur 4 qui en consomment aujourd'hui, donc ce qui est énorme. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui voient une accoutumance à ce type de produit des IPP, comme je vous ai expliqué, et quand on les arrête, vous retrouvez avec de l'acide chlorhydrique que l'estomac ne sait pas gérer, et c'est pour ça que c'est très difficile à arrêter, parce que vous allez vous retrouver avec cet excès d'acide chlorhydrique qui va vous
donner la sensation d'être un véritable dragon. Vous n'allez pas pouvoir faire vos activités, digérer. Dès que vous allez courir, vous allez avoir des reflux dans tous les sens. Enfin, voilà, c'est vraiment très désagréable. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est quand même important, c'est qu'on va retrouver aussi chez les personnes qui consomment des IPP des bactéries comme la Shigella, comme on va retrouver l'Helicobacter pylori, le Clostridium difficile, la Listeria, chez des personnes qui sont sous IPP. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, l'acide chlorhydrique désinfecte le tube digestif, c'est le garant en fait de notre digestion et de la protection au niveau de notre immunité. C'est une des barrières au niveau du tube digestif, et si je l'ai pas en bonne, si je l'ai pas entre 1 et 2, de 5, eh bien en fait je vais m'exposer à des problématiques, à des bactéries, à de la prolifération bactérienne, à des virus, etc. D'où l'importance d'avoir un pH qui soit bas. Alors comment est-ce qu'on peut mesurer ce pH? Eh bien vous avez un petit test au bicarbonate qui est très simple à réaliser. Vous prenez une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire dans de l'eau à jeun sur 1 à 2 journées, à jeun surtout, et vous lancez un chronomètre. La réaction du bicarbonate avec l'acide chlorhydrique va procurer une éructation. À partir du moment où vous avez une éructation dans les moins de 3 minutes, entre 1 et 3 minutes, ça veut dire que votre estomac fonctionne bien. Si vous êtes au-delà des 3 minutes, ça veut dire que vous avez sûrement une petite hypochloridrie. Je vous conseille de faire le test 2 fois à 10 jours d'intervalle pour faire une petite moyenne. Si vous le faites trop, ça risque d'irriter votre estomac. Alors comment est-ce qu'on peut solutionner, comment est-ce qu'on peut avancer dans ce type de problématique quand on a des soucis, quand on prend des IPP, quand on a des problématiques d'estomac et d'RGO. Première chose, eh bien, ça va être le réglage alimentaire. Je sais, je me le répète, mais je suis naturopathe, donc j'ai l'habitude de voir ce type de problématique. Première chose, c'est de régler votre assiette, qu'elle soit digeste, assimilable, individualisée et digeste. Ça paraît encore une fois bête à dire, mais c'est primordial. Deuxième chose, eh bien, ça va être la mastication. Si vous ne passez pas assez de temps à mastiquer et que vous mangez en 10 minutes, comment voulez-vous que votre estomac digère, sachant que votre estomac n'a pas de dents? Donc, la première étape, c'est vraiment cette mastication pour activer la ptianine, l'amylase salivaire et déclencher l'acide chlorhydrique derrière. Troisième chose, eh bien, si vous surchargez vos assiettes, il est clair et net que plus vous surchargez vos assiettes, plus vous vous exposez à des problématiques stomacales. D'ailleurs, j'ai beaucoup observé dans les problématiques stomacales des antécédents d'anorexie, de boulimie, qui est une vraie maladie, vraiment une maladie aujourd'hui, parce que à force de dilater, d'étendre le tube digestif, en fait, on va s'exposer à des problématiques stomacales, et on le voit aussi dans les problématiques de SIBO, parce que les problématiques de SIBO sont liées aussi à une problématique stomacale. Si je règle pas mes soucis d'estomac, je peux pas régler mon SIBO. Donc, dans les antécédents d'anorexie et de boulimie, c'est ce que je vois aussi dans les accompagnements en ligne, eh bien, on voit effectivement qu'il y a eu ce type de problématique avant. D'où l'importance aussi de régler ce type de problème en amont. Troisième chose, eh bien, ça va être de manger en conscience et surtout d'éviter tout ce qui va être plat lourd et plat gras. D'ailleurs, quand vous avez des soucis d'estomac, vous sentez que tout ce qui va être plat lourd et plat gras, ça a du mal à passer. Vous pouvez avoir des selles grasses, des selles pâteuses. Dès que vous mangez un peu gras, etc., vous sentez que ça passe pas au niveau... vous sentez que c'est lourd, vous sentez que ça passe pas au niveau de l'estomac. Dès que ça stagne, ça fait comme un poids, ça passe pas dans l'étage du dessous. Quatrième chose aussi, ça va être d'éviter tout ce qui va être café et alcool. Alors ça, je pense que vous le savez, mais je tiens encore à le répéter, le café et l'alcool irritent énormément l'estomac et participent aux problématiques d'estomac. Alors c'est toujours en excès, encore une fois, c'est multifactoriel. Il y a des personnes qui vont tolérer 3 cafés par jour, d'autres 0, d'autres 1. Tout dépend de votre capacité enzymatique de digestion et de vos antécédents. Cinquième conseil, eh bien, c'est d'éviter aussi les aliments en fin de repas sucrés. Si vous terminez souvent par une note sucrée, en tout cas, en fait, ce qui peut se passer, c'est que vous allez avoir tendance à trop manger pendant la fin du repas, et donc, eh bien, d'empêcher la bonne sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de votre estomac, et donc d'allonger la fréquence. Donc vraiment de revenir à un repas qui soit digeste et de ne pas manger plus que ce que vous pouvez. N'hésitez pas aussi à utiliser des plantes amères, l'endive, la chicorée, l'artichaut, qui sont des plantes qui vont stimuler aussi la production d'acide chlorhydrique et vous permettre de mieux vidanger au niveau de votre estomac. Et bien sûr d'éviter de manger à 23h et de vous coucher juste après, ça c'est horrible pour l'estomac. On va essayer autant que possible de manger vers 19h, 19h30 et de se coucher 2 heures après, en favorisant pas une position couchée à 100%, mais une position semi-allongée pour éviter le reflux
la nuit. Donc ça va être important d'être dormir un petit peu surélevé avec peut-être 2 oreillers en fonction de votre dos aussi, hein, parce que des fois on a des soucis de dos. D'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup de soucis, et je l'ai vu beaucoup dans les consultations, de personnes qui viennent avec des problématiques de dos, qui me sont envoyées par des ostéopathes, et en fait ce sont des douleurs, ce qu'on appelle projetées, et qui sont dues à la sphère stomacale. Hein. Donc on va vraiment avoir mal au milieu du dos, quand on appuie, voilà, on a mal, et ce sont des douleurs qui viennent de l'estomac. Et c'est souvent un organe fourbe, l'estomac, parce que moi-même j'en ai souffert, donc vraiment je sais de quoi je parle. Comme je vous ai dit, on peut très bien ne pas avoir de problématique d'estomac, de pas de brûlure, mais d'en souffrir quand même. Donc ça va être important vraiment de faire attention à votre estomac, de le chouchouter, de vraiment d'y prêter attention, parce qu'on parle beaucoup de l'intestin, mais déjà si normalement ça ne fonctionne pas au niveau de l'estomac, il est clair et net que l'intestin non plus ne va pas bien fonctionner, et beaucoup de ballonnements aussi sont liés à la sphère de l'estomac. Pareil, tout ce qui va être goutonné, sensation de troubles ORL, comme je vous ai dit en début de cette vidéo, beaucoup de troubles ORL viennent vraiment d'une problématique stomacale. Donc ça va être important de bien aider votre estomac en appliquant les différents conseils que je vous ai donnés et en téléchargeant le e-book sur l'estomac qui est 100% gratuit et va vous permettre aussi de poser encore plus d'actions pour vous aider à mieux digérer. Autre point également très important, c'est d'aller faire du sport et d'aller au moins un petit peu peut-être pas courir parce que quand vous avez des brûlures ça remonte beaucoup avec la course à pied, mais en tout cas un sport qui va vous permettre d'aller vidanger. En fait on sait que le sport améliore la vidange gastrique, le vélo, un peu de marche à pied, donc ça va améliorer aussi les fonctions de l'estomac. Donc pensez-y aussi quand vous avez des problématiques stomacales. Et puis bien sûr, si vous êtes stressé, vous êtes dans le mental, que vous cogitez beaucoup, que vous faites des insomnies, pensez à vous faire accompagner par un hypnothérapeute, par un sophrologue, faites du sport, allez taper dans un punching ball, allez en nature, mais en tout cas, il faut absolument que vous travaillez autant que possible sur votre gestion du stress. Allez voir un coach en respiration, allez voir quelqu'un qui vous plaît à vous. Comme je vous ai dit, allez vous inscrire dans une salle de sport, allez chanter, allez crier, allez danser, mais en tout cas, une méthode d'évacuation au niveau de votre stress. Ça, c'est très important parce que ça va équilibrer aussi votre nerf vague qui peut jouer avec vous. Hein. Vous pouvez très bien avoir une alimentation digeste, assimilable, saine et individualisée, mais souffrir de problématiques de l'estomac à cause de votre nerf vague qui vous fait vivre un enfer. Donc pensez-y également dans les troubles de l'estomac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok. Si ce n'est pas encore fait, allez vous abonner sur mon compte Instagram et TikTok où je donne encore plus de conseils pour votre bien-être au quotidien. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a toutes les formations en ligne qui sont sur mon site internet avec plein de contenus. Vous allez retrouver des livrets recettes, des conseils vraiment individualisés en fonction de vos problématiques de digestion. Et si ça vous intéresse de faire un point, n'hésitez pas à consulter mon équipe de naturopathes qui est formée par mes soins et par moi-même. Et puis si vous êtes naturopathe, il y a une académie de naturopathes spécialisée dans les troubles digestifs en 6 mois pour vous former. En tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, passez à l'action. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes atteint par des problématiques stomacales, ce que vous avez mis en place pour vous soulager, et dites-moi si cette vidéo vous a parlé. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.